Si vous avez aimé la vidéo, pensez à liker. Liker permet d'offrir une meilleure visibilité à la chaîne sur YouTube et de me soutenir. De plus, chaque like que vous réalisez permet de sauver des pangolins. Si vous ne le faites pas pour moi, faites-le pour eux. Bon, ok, vous pouvez aider nos amis pangolins, mais vous pouvez également soutenir la chaîne qui s'est dotée d'un compte Tipeee. Celui-ci a pour but de me permettre de poursuivre mon aventure sur YouTube et Twitch, d'améliorer la qualité de mes vidéos avec du matériel audio et vidéo. Un grand merci aux premiers donateurs et à vous qui regardez, likez et me soutenez. Merci à vous. Bonjour les amis et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons nous intéresser au shogun, abréviation d'une ancienne fonction impériale du Japon, Seitai Shogun, qui signifie grand commandant militaire pour la soumission des barbares. Une fonction créée à titre temporaire en 794 via la conquête des territoires du nord de Honshu, dont les habitants n'étaient pas encore soumis au pouvoir impérial, et le titre disparaît petit à petit aux alentours de 811. Celui-ci est restauré en faveur de Minamoto no Yoshinaka en 1183 lorsque celui-ci entre à Kyoto et que la cour impériale le croit apte à pacifier tout le Japon qui est secoué par de nombreuses guerres civiles. Celui-ci se rebelle et meurt l'année suivante. Minamoto no Yoritomo, seigneur à Kamakura, parvient à réunifier entièrement le Japon et il est nommé Seitai Shogun en 1192. Ainsi, dans l'historiographie japonaise et sans autre précision, on va appliquer ce nom au titulaire de cette fonction. De 1192 à 1867, l'empire va être dirigé par des shoguns, véritables bras armés de l'empereur. Mais durant cette très longue période, certains de ces généraux ont ouvert la voie à d'autres arts que celui de la guerre. Mais le savais-tu ? 1192, c'est le début de la période médiévale japonaise et le pouvoir change de main. Ce sont les shoguns qui, au nom de l'empereur, vont maintenir l'ordre dans l'empire. Ces hommes vont tenir fermement les rênes du pouvoir pendant près de 700 ans. Il faut aussi rajouter que le système politique de l'époque se nomme Bakufu, qui est un mot d'origine chinoise qui signifie le gouvernement de l'attente, un terme militaire qui fait référence au quartier d'un chef de guerre. Finalement, nous pouvons nous demander si le temps des shoguns est celui de la guerre permanente, un monde brutal qui ne connaît que les rapports de force jusqu'à la paix imposée de l'époque d'Edo. Si on jette un coup d'œil à la période, nous avons l'impression d'une certaine stabilité puisque 4 dynasties de shoguns vont se succéder entre le XIIIe et le milieu du XIXe siècle. D'un point de vue chronologique, nous avons l'époque de Kamakura près de la future Tokyo qui est le centre du pouvoir de la première dynastie shogunale, celle des Minamoto. Ensuite vient l'époque de Muromachi qui vit sous la houlette du shogunat des Ashikaga qui est installé dans le quartier de Muromachi à Kyoto. Oui, et par la suite on enchaîne avec l'époque d'Azuchi Momoyama qui voit la réunification du Japon. Et pour terminer, l'époque d'Edo qui voit la dernière dynastie shogunale, les Tokugawa, s'implanter à Edo, la capitale et qui deviendra dans le futur Tokyo. Vous en conviendrez, c'est une chronologie rapide, mais ce qui nous intéresse c'est de rentrer dans le détail de ces grandes divisions pour comprendre l'instabilité de certaines périodes. L'époque Muromachi est touchée par de nombreux conflits de pouvoir ou des guerres constantes. De 1136 à 1392, pendant plus d'un demi-siècle, l'autorité impériale va être déchirée entre la cour du Nord et la cour du Sud. Nous allons avoir 2 lignées d'empereurs qui vont s'affronter, l'une favorable au shogun et l'autre hostile. Oui, mais c'est surtout au XVIe siècle que l'anarchie domine, et nous avons des épisodes de succession qui soulignent également l'instabilité du siècle. À savoir que l'élite militaire n'a pas la légitimité des empereurs, qui sont, je vous le rappelle, descendants de la déesse du soleil et qui restent le centre symbolique du pouvoir, tout en déléguant aux guerriers la direction des affaires courantes. Malgré les agitations, la période qui s'échelonne du XIIIe au XVIe siècle se révèle très fertile intellectuellement. Par exemple, l'époque de Kamakura constitue un grand moment de l'histoire intellectuelle du Japon. On y voit le développement du bouddhisme zen qui a été importé de Chine, et ce, dès le XIIe siècle. Cette croyance va mettre l'accent sur la concentration et la méditation. Elle prône l'éveil, c'est-à-dire la parfaite compréhension de ce monde et surtout l'origine de la souffrance par les efforts du corps, mais aussi par ceux de l'esprit. C'est vrai, mais pour cela, il faut une discipline très stricte, ainsi qu'une très grande rigueur morale, des notions qui conviendront parfaitement à la nouvelle classe militaire. Oui, mais il faut aussi rajouter que les moines de ce mouvement zen vont introduire un art nouveau, en particulier la peinture monochrome. La peinture est en fait le prolongement de la méditation. Le fait de représenter les animaux ou les fleurs renvoie à la volonté des moines de ne faire qu'avec la nature, en parfaite symbiose. Bien sûr, certaines vont venir illustrer des histoires symboliques du zen, comme par exemple des épisodes au cours desquels un moine atteint l'éveil. Bien évidemment, celui-ci va être rapidement repris par des peintres japonais qui vont s'essayer à cet art, et ce dans le cadre des monastères zen. Nous pouvons citer des maîtres comme Sessu Toyo ou encore Shogun. Au XVe siècle, 2 grandes écoles de peinture officielles vont voir le jour, l'école de Kano et l'école de Tosa. Du Moyen-Âge à la fin de l'époque d'Edo, la peinture officielle va se répartir entre ces 2 grands ateliers.
Kano va surtout être employé par les shoguns alors que ceux de Tosa ont des liens avec la cour impériale. L'école de Kano a été fondée par Kano Masanobu. Celle-ci ajoute à la peinture monochrome classique la tradition décorative japonaise avec des décors splendides à la feuille d'or. Nous sommes d'ailleurs très éloignés des modèles venus de la Chine des Song. Pour la peinture de l'école de Tosa, elle n'est que le prolongement d'un héritage ornemental de l'époque classique. Nous pouvons dire que les époques de dissension de Kamakura et de Muromachi vont s'avérer très fécondes pour le développement artistique. Nous pouvons alors nous demander si les shoguns sont finalement les instigateurs ou cherchent-ils plutôt à promouvoir l'art pour le mettre au service du pouvoir. C'est une bonne question. Si on caricature un peu la chose, on discerne deux types de personnalités chez les shoguns. Vous avez ceux qui vont se battre et qui fondent souvent la dynastie, et leurs héritiers, leurs successeurs, qui eux vont se tourner vers la culture, la beauté des arts et se détacher totalement des tâches administratives. Oui, et d'ailleurs on peut citer Ashikaga Yoshimitsu qui symbolise ces shoguns amateurs d'art. Il faut savoir qu'il exerce son pouvoir de 1368 à 1394, en nouant de lucratives relations commerciales avec la Chine. Au-delà de ceci, il réussit en 1392 à réunir les cours du Nord et du Sud. Esthète raffiné, il collectionne aussi les objets précieux et instaure cette tradition pour les suivants. Il renonce par la suite à ses fonctions et se retire comme moine dans une villa luxueuse, le Kenkakuji. Un édifice entièrement recouvert de feuilles d'or et qui sera reconverti en temple à sa mort. À savoir qu'aujourd'hui ce bâtiment a été reconstruit et qu'il est l'un des plus emblématiques du Japon. Bien évidemment, tous les shoguns n'ont pas la personnalité extraordinaire de Yoshimitsu, mais ils vont jouer le rôle de mécènes. L'idée est de donner de l'éclat et du prestige à leur nom, souligner leur légitimité. C'est juste, en règle générale, les shoguns vont s'adjoindre des services d'un maître de l'école de Kano, auprès duquel ils vont passer de nombreuses commandes pour décorer les paravents ou encore les cloisons du palais. En outre, ils vont conserver très soigneusement les collections qu'ils ont reçues en héritage, et les augmenter car ces objets permettent de maintenir, voire de renforcer le prestige de la dynastie, ou encore de rehausser la cérémonie du thé dont ils ont encouragé le développement. Les Japonais connaissent le thé depuis le 9e siècle. Celui-ci acquiert une nouvelle dimension au 12e siècle grâce aux moines zen qui viennent de Chine et l'utilisent sous la forme d'une poudre pour la méditation. Ces réunions autour du thé se développent à l'époque médiévale et sont encouragées par les Ashikaga et en particulier Yoshimasa qui à la fin du 15e siècle fait construire le premier pavillon de thé. Sous la houlette d'un maître de thé, la cérémonie est agrémentée d'objets rares, le partage relevant tant du plan gustatif que spirituel ou esthétique. Ces cérémonies vont poursuivre leur conceptualisation grâce à des maîtres de thé tels que Seno-ryu, Takenojo ou encore Murata Juko. Ils vont contribuer à la forme que nous connaissons aujourd'hui. On prône le dépouillement et la rusticité comme valeur esthétique. Oui, et d'ailleurs de par son procédé et son lien avec les sphères du pouvoir, la cérémonie du thé va également impacter dans l'évolution d'autres arts comme la calligraphie zen, l'arrangement floral, l'art des jardins ou encore la peinture. Mais pas que, les shoguns vont aussi encourager l'apparition du théâtre de No à la fin du XVe siècle, et le rôle de ce bon Yoshimitsu est encore une fois déterminant. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas ce genre théâtral, il faut savoir qu'il a été élaboré par et pour l'élite militaire. Cette forme de drame lyrique à deux personnages et un chœur recourt aux pantomimes dansées et au chant. Les rôles sont exclusivement interprétés par des hommes, et le protagoniste porte toujours un masque qui va dépendre du rôle qu'il incarne. Après plusieurs siècles de chaos politique, le Japon retrouve enfin une certaine stabilité au début du XVIe siècle. Le général Tokugawa Ieyasu conquiert le pouvoir et obtient de la cour impériale le titre de shogun en 1603. Celui-ci va déplacer la capitale à Edo, la future Tokyo, et ouvre la voie à une dynastie qui va conduire la destinée du pays pendant près de 2 siècles et demi. Cet équilibre se fonde sur une étroite surveillance des grands seigneurs, qui sont obligés de résider 6 mois par an à Edo, et ce qui a aussi comme conséquence de les affaiblir économiquement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette mise au pas touche l'ensemble de la société qui s'organise en 4 classes sociales aux limites bien définies, guerriers, paysans, artisans et les marchands. Oui, mais ce système nous vient de Chine et s'appuie sur le néo-confucianisme. Cette idéologie repose sur l'idée que tout en étant différent, chacun a son rôle à jouer dans la société, mais à la condition de savoir rester à sa place. Le problème est que ce système impose un contrôle strict sur le plan social mais aussi spatial. Les frontières vont progressivement se fermer au cours de la première moitié du XVIIe siècle. En parallèle de cette mainmise, la démographie va exploser et nous allons assister à une progression foudroyante de l'urbanisation. Edo, à l'origine un petit village de pêcheurs au début du XVIe siècle, va dépasser le million d'habitants un siècle plus tard. Ce XVIIe siècle est aussi marqué par de nombreux changements sociaux. Les séjours répétés des daimyo à Edo stimulent l'artisanat et les marchands. Nous allons donc avoir une bourgeoisie qui va prospérer, s'éduquer et qui va connaître une ascension. Par extension, nous allons avoir de nouveaux modèles culturels. Ainsi, au XVIIe siècle apparaissent en très grand nombre des œuvres romanesques qui représentent la vie de ces bourgeois. À cela, il faut aussi parler de la naissance de nouveaux genres théâtraux tels que le théâtre de marionnettes et le kabuki.
Ce dernier est interprété par des hommes d'âge mûr. C'est un théâtre bourgeois qui n'hésite pas à aller piocher dans les faits divers dramatiques en modifiant certains éléments pour éviter la censure. Ce type de théâtre constitue au même titre que le Quartier des Plaisirs un véritable défouloir dans une société rigide dont les moyens d'expression politique sont proches du zéro. Mais un autre élément vient renforcer cette volonté de s'offrir un modèle culturel personnel, les célèbres estampes japonaises. Ces estampes xylographiques, c'est-à-dire gravées sur des planches en bois, vont se développer tout au long de l'époque d'Edo. Elles abordent des thèmes très variés comme les paysans, les acteurs, les courtisanes, l'érotisme, voire carrément du porno. Nous avons donc une description de la beauté du monde et de ses plaisirs, avec parfois une pincée de satire sociale. Nous avons l'image du monde flottant, c'est-à-dire une image de notre monde. Les plus célèbres représentants sont Okusai, Hiroshige, Utamaro, Sharaku, qui sont à mettre en lien avec l'émergence de l'édition commerciale au Japon, une industrie extrêmement prospère qui va considérablement évoluer entre le XVIIe et le XIXe siècle. Il est quand même bon de noter que les premiers maîtres étaient des illustrateurs de livres. Ensuite, l'estampe s'est progressivement détachée de ce support pour devenir autonome. Au milieu du XVIIIe siècle, on voit des améliorations techniques qui vont lui permettre de passer de l'estampe noir et blanc à l'estampe polychrome. Oui, mais cette reproduction s'adresse uniquement aux bourgeois des grandes villes et relève de la production en série. Placardée, distribuée, jetée après usage, elle participe à un mode de consommation et de diffusion entièrement nouveau. Ainsi, on va s'arracher les portraits d'un acteur, on cherche à contempler les dernières estampes d'un grand maître, puis la mode change et on passe à autre chose, un petit peu comme aujourd'hui. L'idée de réaliser une collection ne vient à l'esprit de personne. Avec sa richesse culturelle, la stabilité politique et sociale, l'époque d'Edo représente une sorte d'âge d'or. Mais à partir du XIXe siècle, cet ordre se fait de plus en plus lourd et pesant. L'intervention étrangère qui pousse le Japon à ouvrir ses frontières commerciales ravit les tensions et les déséquilibres. Le régime militaire se retrouve face à une perte de confiance et il nous faut attendre 1867 pour que Tokugawa Yoshinobu, le dernier shogun, remet entièrement le pouvoir entre les mains de l'empereur. C'est là-dessus que je vous abandonne et n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et surtout, gardez à l'esprit que apprendre c'est bien, mais comprendre c'est mieux.